toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette e-rencontre de l'habitat participatif. On vous accepte un petit peu au fur et à mesure, mais on est beaucoup de participants ce matin, donc on essaye de commencer dans les temps. Moi, je suis Audrey, je suis en charge de l'animation et de l'information à la Maison de l'Habitant. Qu'est-ce que la Maison de l'Habitant? Pourquoi cette e-rencontre de l'habitat participatif? Je vais vous donner quelques éléments d'information rapides. C'est vraiment juste histoire de reposer un petit peu le contexte, notamment parce que vous êtes nombreux ce matin. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas des territoires et donc qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc la Maison de l'Habitant, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'information au centre-ville de Nantes, qui couvre tout le territoire de Nantes Métropole. Au sein de la Maison de l'Habitant, vous retrouvez les services de la DIL, de l'espace Info Énergie. Et donc, c'est un lieu où vous pouvez trouver du conseil sur tous les sujets liés au logement. Acheter, louer, louer un logement social, rénover, s'informer. L'idée, c'est vraiment pour nos services, donc Maison de l'Habitant, ADIL de Loire-Atlantique et Espace Info Énergie, de vous informer, de vous conseiller et de vous orienter sur les questions du logement. Quand on dit s'informer, c'est aussi qu'il y a des sujets spécifiques qui sont traités à la Maison de l'Habitant, et je pense notamment au sujet de l'habitat participatif. Dans ce cadre, nous avons l'habitude d'organiser chaque mois des rencontres mensuelles qui ont lieu donc dans les locaux de la Maison de l'Habitant ou hors les murs. Étant donné le contexte, depuis le mois de mars, nous avons dû suspendre ces rencontres mensuelles de l'habitat participatif. C'est pourquoi on vous propose ce petit format ce matin. L'idée, c'était vraiment de garder une dynamique, de vous informer et de vous proposer un contenu un petit peu différent avec le témoignage en ligne d'habitants d'un projet de la métropole. L'habitat participatif, je pense que vous êtes déjà plus ou moins tous au fait de ce que c'est, mais je vais vous redonner une très brève définition. On est vraiment donc, dans l'habitat participatif sur une démarche qui permet en fait à un groupe d'habitants de concevoir, de créer et de gérer son habitat collectivement. Sur un projet d'habitat participatif, vous avez donc un lieu d'habitation individuel, mais aussi des espaces partagés de manière collective. L'habitat participatif peut s'adresser à tous, il peut se faire sous différents statuts, et le statut qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin est bien sûr celui de la coopérative d'habitants. Nous aurons le plaisir du coup d'avoir plusieurs habitants du projet du prêt commun qui vont être là ce matin vraiment pour témoigner, pour vous faire un premier retour d'expérience puisqu'ils se sont installés sur le projet il y a peu de temps. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir plusieurs professionnels du secteur de l'habitat participatif. Donc, nous avons notamment avec nous Marie Demanès, qui est chargée de mission habitat participatif chez Nantes Métropole, et Florence Roussolo, qui est chargée de projet pour l'association L'Éco-Habitant. Donc, on va leur laisser quelques minutes pour chacune se présenter. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Marie Demanès. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis chargée de mission, donc Habitat Participatif Nantes Métropole, et je m'occupe entre autres de la coordination et l'animation sur on va dire ce qu'on appelle l'initiative métropolitaine qui concerne donc la métropole. Et sur cette initiative métropolitaine, c'était la volonté depuis 2016 du coup de réserver des terrains sur la métropole pour relancer des projets en habitat participatif. Aujourd'hui, la plupart sont accompagnés par un opérateur, mais nous en avons aujourd'hui encore 2 qui sont sous modèle autopromotion. Voilà, donc on accompagne aussi le suivi de ces projets. Merci beaucoup Marie. Du coup, je prends le relais. Je suis donc Florence de l'association L'Éco-Habitant. Donc, on est une structure installée à Nantes. On est issu de l'éducation populaire comme Habitat et Énergie Naturelle. Et on fait la promotion de l'habitat participatif et coopératif sur tout le territoire du 44. Mais aussi, on est initiateur d'un réseau dynamique, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau régional avec Habitat Participatif Ouest et aussi au niveau national, Habitat Participatif France. Je vous invite, si vous avez des questions sur ces sujets, à nous les faire remonter. Si vous voulez vous investir dans les réseaux, la porte est grande ouverte. Si vous voulez participer à certains sujets, certaines thématiques qui sont en lien avec une autre manière d'habiter, vous êtes les bienvenus dans chacun de nos structures, que ce soit au local, l'Éco-Habitant, mais aussi Habitat et Énergie Naturelle.
Alors, nos secteurs d'activité, nos domaines d'activité à l'éco-habitant, ça va être effectivement de pouvoir vous sensibiliser à ce qu'est l'habitat participatif, mais c'est aussi de pouvoir vous proposer des missions d'accompagnement pour des projets soit qui vont être portés par un groupe de citoyens, c'est ce qu'on appelle des projets en autopromotion, mais on peut aussi répondre à des demandes de professionnels de l'habitat. Et c'est notamment le cas sur la région métropolitaine. Voilà, et bien écoutez, je passe tout de suite peut-être la parole à, je ne sais pas si c'est Audrey qui anime. Oui, je vais rapidement reprendre la parole, mais le but, c'est qu'on puisse ensuite laisser la parole à Bruno et puis aux autres habitants du Précommun. Merci beaucoup Florence, merci Marie. Pour information, donc si le temps nous le permet, on fera un focus à la fin sur les projets en cours sur lesquels il reste des places. Donc Marie réinterviendra à la fin de ce temps de webconférence. On va rapidement se lancer dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de ce matin, c'était vraiment de faire le focus sur un statut particulier qui est celui de la coopérative d'habitants. Donc, on a le plaisir, et on les remercie d'ailleurs vivement ce matin d'avoir plusieurs habitants du projet du Précommun. Pour ceux qui ne seraient pas du territoire, donc le projet est situé sur la montagne. C'est une commune de Nantes située sur Nantes Métropole, Sud-Loire, à peu près 25-30 minutes au sud de Nantes. Alors, je vais vous couper ce partage-là. On va commencer par une petite vidéo. Je voulais juste vous préciser que vous aurez la possibilité donc, de poser vos questions directement via le chat. Donc, si vous êtes sur ordinateur, vous avez une petite bulle en bas de page conversée. Vous pourrez poser vos questions directement ici. Si vous êtes sur un smartphone, ça doit être l'option discussion. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi être dans l'interaction. On ne pourra certainement pas répondre aux questions de tout le monde parce qu'on veut respecter un délai. Mais l'objectif, c'est quand même que vous puissiez trouver des réponses un peu à vos interrogations, à vos questions, et puis que ça puisse être un moment d'échange. Donc ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous donc, Anne, Guillaume, David et Bruno. Je crois qu'il y a peut-être d'autres habitants qui vont interagir après avec nous. Je vais laisser la parole d'abord à Bruno pour commencer à présenter le projet. Et puis, en parallèle, je vais diffuser un petit film qui va vous permettre d'être directement en immersion sur le projet du Précommun. Je diffuse la vidéo et puis, Bruno, je te laisse la parole. On s'entend bien là, ça va? On t'entend très bien. D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes, et à tous plutôt. Présentation à distance, on vous invite en septembre. Normalement, il y a des portes ouvertes pour compléter un peu le propos de Florence sur les animations, les réseaux. On a un temps de porte ouverte nationale et européenne même, qui est au mois de mai, qui a été évidemment bloqué, et on le reprogramme en septembre. Donc on vous invite en septembre à venir nous visiter si vous le souhaitez. Alors là, il y a des images qui défilent un peu rapidement, mais voilà, ça c'est la salle où nous sommes en ce moment, c'est la salle commune. Donc, ce projet s'est développé en autopromotion et en autonomie, c'est-à-dire il n'y a pas d'accompagnement professionnel, on est un groupe en autonomie totale. On voit là la maison, ça défile rapidement, j'ai l'impression, par rapport au rythme normal. Alors, on a une maison, un bâti, et autour, on a pu construire ce qu'on a appelé 3 maisonnées qui regroupent 12 logements. Il y a donc trois ensembles qui regroupent 5 et 2 logements. Et autour de ce qu'on a appelé la place centrale, là que vous voyez, la maison existante a été complètement remaniée. Il y a une terrasse qui donne sur cet espace central. Donc, on peut dire que c'est comme un petit hameau au sein d'un tissu pavillonnaire. On discerne derrière là, les bâtis environnants de palmiers qu'on a souhaité préserver. On a dû abattre pas mal d'arbres pour pouvoir investir la partie constructive d'un terrain qui fait plus de 7200 mètres carrés. Donc, à côté de ce terrain, on le voit ici, on a un champ qui est adjacent, qu'on loue pour le moment, mais qu'on envisage d'acheter, sur lequel on peut aller mettre en place des cultures. Donc, on est en train de développer une partie en potager. Faire des tests. Voilà, avec une approche en permaculture globale sur le site. On s'est formés tous ensemble pour réfléchir à l'aménagement du site. Et là, on fait des premiers tests. Le sol est
pas très propre pour une culture maraîchère. Donc, on travaille sur des techniques de bulte surélevée qui donnent de bons résultats, vous le voyez. Moi, par exemple, on a un petit tracteur qui nous est utile pour déplacer des charges. On a dû abattre beaucoup d'arbres, mais qu'on valorise. On a dû aussi bricoler un espace pour stocker l'outillage pendant le chantier. Voilà, tous les matériaux sont préservés sur le site. On les réemploie dans le cadre du projet. Le bois est valorisé. On a du bois de chauffe pour quelques années. 150 stères de bois de chauffe. Voilà. Et on a la chance d'être dans un magnifique terrain. Donc, l'ensemble, avec le terrain loué, fait plus d'1 hectare, ce qui est exceptionnel dans la métropole. En même temps, on a une partie qui est assez dense, puisqu'on a 12 logements sur 2800 mètres carrés, la partie constructible. Donc, moi, je parle de densité désirable. Donc, on a regroupé le bâti pour pouvoir garder, préserver le maximum d'espace naturel autour. Donc là, on a des espaces qui font tampon de ce qu'on appelait des jardins d'hiver. Et on va finir là-dessus. Le dernier arrivant ici présent, David, avec sa famille, qui vient dans une tiny house, alors roulotte revisitée, qui a pris place sur le terrain et qui pose la question du statut de ces habitats réversibles légers au sein de nos projets. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour cette vidéo de qualité qui permet vraiment de se rendre compte du lieu. Et puis pour cette présentation. On va vous communiquer des liens là sur on a un site internet qui mériterait d'être un petit peu mis à jour, mais vous avez quand même pas mal d'éléments de contexte sur le projet, des données chiffrées. Donc on va donner quelques repères chiffrés aujourd'hui, mais je vous invite à aller reparcourir ces documents qui vous donneront toutes les précisions. Tout à fait. Merci de le préciser. En effet, même dans l'outil conversation, donc il y a notre collègue Elodie aussi de la Maison de l'Habitant qui vous partage régulièrement des liens. N'hésitez pas à les ouvrir en parallèle ou à vous les enregistrer. Ça vous permettra vraiment d'approfondir un petit peu les informations que vous pourrez avoir sur le projet, sur le statut de coopérative. On voit qu'il y a aussi le partage du site internet d'Abicop. N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes ces sources d'informations. Pour commencer sur le premier sujet lié à votre projet, donc le montage juridique, financier, qu'est-ce qu'une coopérative d'habitants? Je pense que c'est la question que beaucoup de participants ce matin se posent. On va vous laisser la parole du coup sur ce premier gros volet du montage juridique et financier. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et puis on prendra des questions si jamais il y en a dans la conversation. D'accord. Peut-être déjà, je reprends la parole, mais je la passerai après à mes amis. Remettre dans un élément de contexte national, si Abicop est présent, effectivement, Pete, j'ai vu, est connecté. C'est effectivement, on s'inscrit dans un mouvement de renouveau de ce montage juridique qui a existé, qui avait été abrogé dans les années 70 et qui renaît grâce à l'initiative, entre autres, d'Abicop. On s'inscrit dans ce mouvement-là. On va expliquer les raisons et les spécificités de la coopérative. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est encore un montage qui doit être consolidé et qui a encore des dynamiques nationales. Donc, il y a un investissement et on fait partie d'un mouvement. Disons qu'il y a une forme d'engagement vers ce montage-là qui nécessite aussi de poursuivre le travail de consolidation de ces montages. Voilà. Donc, on est dans cette construction-là. Et je vais peut-être passer la parole à Guillaume Mouane pour revenir sur les choix qui nous ont amenés à opter pour la coopérative. Puis j'apporterai peut-être des éclairages un peu juridiques ou financiers après, quoi. Alors, il me semble qu'un des ingrédients qui nous a amenés à faire ce choix, c'est, hormis les motivations, on va dire, politiques d'un choix comme ça, on ne pouvait pas maintenir le projet en l'état, enfin, par rapport à nos capacités financières. Je pense qu'il y a un geste comme ça de solidarité financière pour que le groupe puisse suivre le projet. Sinon, je pense que des personnes, dont moi-même certainement, je ne sais plus trop, n'auraient pas pu intégrer sous une autre forme juridique le projet.
Je me souviens de ça. Guillaume, je ne sais pas. Ouais, c'est tout à fait le reflet de la réalité. En fait, c'est le fait de ne pas être propriétaire de sa surface d'habitation, mais propriétaire de parts sociales de la coopérative, qui fait qu'on est vraiment dans une solidarité financière possible. C'est-à-dire qu'il y a cette présence au sein de la société via les parts sociales, donc des variations, d'une asymétrie sur les niveaux d'investissement financier de chaque coopérateur. Et c'est la seule structure qui le permet. En fait. Donc, c'était un point. Ouais, sur l'apport de départ, il y a des grosses différences. Et ensuite, on se rejoint sur la longueur, quoi. Alors, je remets des mots un peu là-dessus. C'est qu'en fait, les coopératives d'habitants, ce n'est pas un statut de propriété fléché sur un lot comme dans une copropriété. Il y a un découplage entre des parts sociales. On est copropriétaire, coopérateur d'une coopérative qui a des spécificités, qui se rattachent à la loi de 47. Les coopératives, c'est une personne, une voix. C'est pas, les pouvoirs de vote ne sont pas proportionnels aux parts sociales, comme dans d'autres structures commerciales. Et on a un découplage entre les apports et la jouissance, l'usage du logement dont on va disposer. C'est-à-dire que certains ici, on a un diaporama là, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de le diffuser. Il y a un lien qui peut vous permettre de le charger. On a une grande disparité des parts sociales. Ça va de 1 à 100 pour faire court, parmi les coopérateurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce que disait Anne, si on voulait garder tout le monde dans ce projet, à un moment donné, le groupe s'est constitué, s'est consolidé. Et c'est apparu comme une évidence que la coopérative était l'outil qui nous permettait de garder tout le monde. L'autre point, c'est que c'est un outil juridique qui fait qu'on a une personne morale, ce n'est pas des personnes physiques, il y a une personne morale, et cette personne morale, elle interpose un écran entre les situations individuelles et la banque. Et on fait donc un prêt collectif, ce n'est pas des prêts individuels. C'est-à-dire, pour être en clair, ici, un certain nombre de personnes n'étaient pas solvables auprès des banques. Mais le fait de se grouper et de grouper nos apports, on a à peu près 25% ici de capital en apport propre par rapport au montant de l'opération. Ça nous permet d'aller voir la banque et que le banquier ait un grand sourire, une grande banane et nous reçoive très cordialement. Et donc, on peut interposer un écran entre les situations individuelles, maladie, emploi, situations particulières, et la banque et obtenir une solvabilité pour un groupe d'habitants. Voilà. Donc ça, c'est une force de la coopérative qui représente bien aussi un état de la situation dans la société française. On va dire peut-être des personnes âgées qui ont pu constituer un capital, mais qui ne peuvent pas réemprunter, des trentenaires, quarantenaires précaires au niveau de l'emploi et des situations un peu difficiles à consolider. Et si on regroupe en fait ces profils-là, on arrive à constituer des attelages plus solides sur le plan financier, qui permettent d'aller vers ce type de montage. Le dernier point qui n'a pas été soulevé, les emprunts. On a le fait d'être en coopérative nous a permis de postuler pour des prêts sociaux. Donc le montage intègre un financement avec des prêts PLS qui permettent d'étaler le remboursement sur 40 ans, ce qui permet de la faisabilité de cette opération-là. Parce que sinon, les prêts aujourd'hui, à 25 ans, des banques ne permettent pas d'étaler suffisamment dans le temps les remboursements pour rester dans des niveaux de charges acceptables. Le dernier point, peut-être un peu paradoxal, qui peut poser question à beaucoup de personnes, c'est que vous êtes propriétaire des parts sociales, mais qu'est-ce qui se passe après ? Après, on paye un loyer. Alors, la coopérative, en fait, doit rembourser ses charges d'emprunt. Et elle doit aussi faire vivre le lieu. Là, il y a Frida qui est tombée. Là. Je ne sais pas si ça s'entend. Donc, le lieu, il y a des charges communes pour faire fonctionner la maison commune et un certain nombre de choses. Donc, tout ça génère un coût et ce coût est supporté par le biais de charges locatives. Donc, on a un loyer. On paye un loyer, mais qui est assez modique puisqu'il s'établit autour de 6,20 € du mètre carré voilà, pour l'ensemble des habitants. On ne distingue pas. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire, le montage est un peu complexe et particulier puisqu'on mélange des prêts subventionnés PLS et un prêt libre et des apports en capitaux propres.
Donc, on n'a que 7 logements, enfin, si je peux dire que 7 logements sociaux sur 12. Donc, il y a une proportion. Alors que pas mal d'opérations qui ont été soutenues, portées par Abicop, si Pete pourra le confirmer dans le chat, sont sur l'ensemble en PLS. Alors, le PLS, il faut savoir que c'est que 80% de la population française est éligible. Donc, ça recoupait quand même les situations de pas mal d'entre nous, mais pas tous. Voilà. Donc, du fait, on a 5 logements qui sont financés en prêt libre. Voilà pour un premier balayage. Je pense qu'il y avait aussi des questions. Donc, sur la question du financement, c'est des financements croisés entre nos apports individuels à hauteur de 25%. Le coût total, le coût de sortie de l'opération, compris foncier, construction, est autour de 2,5 millions TTC, je précise. L'autre intérêt des prêts PLS, c'est quand même des prêts aidés qui sont fléchés pour du logement social. Ça veut dire que les personnes qui les occupent ont des revenus encadrés. Enfin, donc, il y a des plafonds de revenus et il y a des plafonds de loyer qu'on respecte évidemment avec 6,20 € pour le secteur concerné. Que dire de plus? Peut-être que la difficulté en fait dans ce montage, outre on a des statuts qu'on met en ligne que vous pouvez télécharger. On les met en accès libre et vous pouvez vous les approprier, les faire évoluer. Il y a aussi un aspect lié à la TVA. Il y a des aides quand même sur le logement social. On a une TVA réduite à 10%. Elle était à 5,5%, elle est remontée à 10%, mais c'est une économie substantielle. Il y a des exonérations de taxes foncières aussi pour les logements sociaux. Donc voilà. Donc c'est quand même un levier qui a permis de rendre l'opération possible. Sinon, on ne pouvait pas porter une opération de cette envergure avec les capacités financières du groupe. Ce qu'on peut peut-être ajouter pour éclairer plus individuellement en fait, le fonctionnement, on a parlé du loyer, mais en fait, dans notre redevance mensuelle, il y a quand même cette part loyer, mais il y a aussi la part acquisitive et l'équilibre global fonctionne aussi parce que tous les mois, on paye une part acquisitive proportionnelle aussi à notre logement. Et puis, tu en as parlé, quelques charges. Donc, ça fait une redevance qui… Voilà. La part acquisitive, en fait, ce qu'on a appelé ça les noisettes, en fait, c'est une part épargnée, c'est-à-dire elle est convertie ou pas en part sociale. Certains ont posé des questions très pointues. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y en a qui sont au taquet là, sur les statuts. La part acquisitive, c'est une épargne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'argent qui est restitué dans le cas de départ du coopérateur, donc qui est revalorisé sur l'indice des loyers. Il y a peut-être un élément fort de la philosophie de la coopérative aussi qu'on n'a pas énoncé, et je pense que Pete doit être en train de trépigner là-dessus, c'est la non-spéculation. C'est-à-dire qu'on s'est donné un principe, c'est que les sommes investies dans le projet ne vont pas générer une plus-value, on ne va pas faire la culbute en repartant, en revendant nos parts au double du prix. On les encadre en référence à l'indice des loyers, qui suit à peu près l'inflation. Voilà. Donc ça, c'est une philosophie forte qui est fondée sur l'idée que si on continue tous à acheter des biens et à les revendre avec le double, à un moment donné, ça coince. C'est ce qui s'est passé pendant les années 2000. Il y a un découplage des revenus des foyers et de l'immobilier, on va dire. Donc là, ici, on essaye de préserver des biens dans le domaine de la non-spéculation pour pouvoir transmettre aux générations futures une capacité à avoir un logement désirable, choisi, sain, écologique, dans un environnement de qualité. Voilà. Je rajouterais que par rapport à l'aspect juridique et financier, c'est aussi une prise de pouvoir sur sa propre façon de fonctionner, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont montés en compétence dans le projet, du fait qu'on était en autopromotion, et que c'était une autopromotion qui n'était pas avec très peu d'autoconstruction. Donc effectivement, la nécessité financière était vraiment importante. Et ça demandait, pour que ça soit bien vécu par le groupe, à ce qu'il y ait de l'information qui circule, à ce qu'il y ait de la confiance qui se fasse dans la montée de compétences et dans les sachants, quoi. Donc voilà, c'est un énorme travail, il faut le préciser. Et nous, on souhaite justement le faciliter au suivant en enrichissant le site d'un certain nombre d'informations très concrètes sur ce qu'on a fait. Ça va se faire au fil de l'eau dans l'année qui vient.
Mais voilà, c'est un statut qui est quand même à partir du moment où on n'est pas dans un accompagnement avec une expertise, si on veut le faire seul, c'est un énorme travail. Merci beaucoup à vous trois. Oui, Pardon ? Bruno. Non, je voulais vous remercier déjà pour ces premiers éléments. On n'a pas forcément là pour le moment de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à consulter. Tous les éléments dont vous a parlé notamment Bruno sur les statuts, etc., ont été partagés sur l'outil conversation. Donc à tous les participants, n'hésitez pas à aller cliquer sur tous ces liens. Vous vouliez rajouter peut-être un dernier point sur ce premier gros volet du montage du projet. Et puis après, on va rebondir. David, vous parliez notamment du groupe. Donc après, on rebondira pour aborder un petit peu plus l'organisation du groupe. Bruno, tu voulais ajouter quelque chose pour finir sur ce sujet-là? Oui, je réagis à des questions qui sont soulevées là, dans le chat. Sur la question de financement des parties communes, ici, c'est un projet un peu exceptionnel dans le sens où on avait un bâti. Alors, il y a sur le site un reportage sur l'état existant au départ. Si ça vous amuse, vous verrez. C'est des panoramas. La maison était bourrée d'objets d'une vie entière. C'est une mamie qui est partie en maison de retraite et qui a laissé sa maison en l'état. Donc, on a dû vider des tombereaux de choses. Donc, on a un bâti qui représente 250 mètres carrés. Pour donner des repères, l'opération, c'est en surface habitable, c'est 890 mètres carrés surface habitable. Un peu plus de surface utile, il y a des terrasses, des jardins d'hiver, tout ça. Et puis, la partie commune, la maison commune, elle fait 250 mètres carrés à peu près. Donc, on a un ratio entre partie commune et partie habitable individuelle important par rapport à d'autres opérations. Pete souligne que c'est difficile de porter plus de 10-15%. C'est vrai quand c'est du neuf, mais ici, on retrousse nos manches. Le coût de la maison commune est réduit du fait qu'il y avait des murs. Cela dit, on a refait tout le clos couvert, la charpente, les planchers. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Vous en avez quand même un exemple derrière nous. Donc, on vous invite d'ailleurs sur des chantiers participatifs où nous pourrons échanger à loisir sur tous les détails de ces montages. Voilà, en travaillant ensemble, on pourra échanger. Donc, il y a un apport en industrie, comme on dit, où on travaille. On l'a chiffré à peu près aujourd'hui à 200 000 euros, c'est à peu près 8%. On a démonté la toiture amiantée, on a fait de la démolition, on a participé à l'élagage et à l'abattage des arbres. Enfin, tout ça cumulé, ça représente un apport en capital aussi en travail. Donc, un autre exemple que Guillaume soulignait, il n'y a pas d'autoconstruction au sens du clos couvert, mais il y a de l'autofinition. On a réalisé les peintures. D'ailleurs, sur le site, il y a des petites vidéos des formations qu'on a suivies. On voulait des peintures naturelles sans pétrochimie. Et donc, il y a très peu d'entreprises où c'était hors de coût. Donc, on a retroussé nos manches et 10 appartements sur 12 ont été réalisés par les habitants. Pas que la peinture, d'ailleurs, aussi des enduits terre. On souhaitait réutiliser la terre des fondations en enduit pour pouvoir corriger un peu les qualités, mais aussi pour des aspects décoratifs. Donc, on a des enduits minces qui sont réalisés dans la plupart des logements par les habitants. Alors, tout ça a donné lieu à des formations. C'est aussi ce que Guillaume soulevait, c'est que c'est un groupe qui a appris beaucoup, qui s'est formé. Quand on se lance dans ces projets, il y a des questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut travailler et en même temps faire un projet comme ça? À certains moments, ça représente un investissement presque de l'ordre d'un mi-temps, si on peut dire. Donc, c'est sûr que c'est prenant. À mon sens, c'est possible si vraiment il y a des compétences horizontales, des niveaux de compétences horizontales et qu'on peut vraiment faire du partage. C'est-à-dire que là nous, on n'était pas forcément dans ce cas de figure. Il y avait de l'expertise d'un côté et chez certains, aucune connaissance de l'autre. Donc, mais je pense qu'un groupe où il y a un équilibre de compétences qui est plus balancé, c'est possible de pouvoir le faire. Mais si quelqu'un prend vraiment en charge un volet important du projet, là, non, c'est pas possible, quoi, clairement. Justement, il y a un autre volet dont on n'a pas parlé, ça sera j'imagine, dans les documents, le montage juridique. Ça aussi, c'est quand même un travail assez important. Nous, on s'est appuyé sur des projets déjà existants et on a remodelé les statuts de la coopérative par rapport à nos spécificités. Mais par exemple, trouver un notaire qui soit un petit peu à la page de ces choses-là, c'est une petite aventure aussi et ça a été
journées de travail, quoi. Donc, effectivement, cette question, elle est très pertinente. Parce que, voilà, un projet comme ça, il faut savoir que quand on est en autopromotion, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Bon, le résultat vaut le coup, mais c'est beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie. Et être capable aussi d'accepter des rythmes qui ne sont pas forcément ceux de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans le démarrage du projet, d'être dans une lenteur, d'être vraiment, d'accepter cette lenteur-là, en fait, la lenteur du démarrage, la lenteur de la montée en compétences, la lenteur de l'organisation. C'est important, ça. Parce que comme c'est un travail au long cours, si on est au taquet tout le temps, ça peut aussi coûter cher à l'arrivée. Est-ce que justement, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment s'est organisé votre groupe, comment il s'est constitué au démarrage, quelles ont été un peu les étapes, peut-être même les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Alors, en fait, le groupe était constitué de sous-groupes, on va dire, de gens qui étaient déjà dans des dynamiques, certains des dynamiques de réalité collective, puisqu'il y a une partie des gens du précommun qui vivaient déjà ensemble depuis, pour certains, près de 40 ans. Donc, il y avait une culture aussi de ce que c'était que de faire commun, qui a été très enrichissante pour ceux qui, en fait, débarquaient un peu dans cette réalité-là, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles ils nous expliquaient très clairement pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. D'un autre côté, il y avait des gens qui étaient dans un parcours assez militant, voire très militant, avec des expertises et des envies qui existaient depuis plusieurs années. Et d'autre côté, il y avait, on va dire, des gens qui se connaissaient par des affinités de pratique, mais qui étaient vraiment loin de cet univers-là, quoi. Et en fait, on s'est rencontrés via l'association HEN. Ouais. Vous parlez un peu des réseaux, de la mise en réseau. Voilà, Pas que, parce que par exemple, moi j'ai rejoint le groupe, justement, j'ai repensé tout à l'heure, je crois que c'est pendant l'intervention de Florence, Nantes Métropole et puis HEN, enfin bon, les cohabitants, enfin différentes associations comme ça avaient organisé un forum pour présenter justement les projets des terrains dédiés sur la ville de Nantes. Et moi, j'ai participé à ce forum parce que j'étais dans cette projection en fait de rejoindre un groupe. Et j'étais vraiment branchée sur je vais rejoindre un groupe à Nantes. Et en fait, non, j'ai rejoint ce groupe-ci qui est venu présenter son projet. Et il y avait des places et d'autres personnes se sont greffées ensuite. D'où l'importance en fait de se mettre vraiment en réseau avec les associations actives. C'est vraiment une histoire de rencontre aussi, quoi. Ouais. Après, sur le plan organisationnel, il y a une variable qui est très importante, c'est la notion d'intergénérationnel. C'est-à-dire que nous, si on a pu faire fonctionner le projet aussi sur une durée aussi courte, parce que finalement, 4 ans en tout, entre le moment des premières rencontres du groupe qui se constitue et le moment où on est rentré dans nos murs, 4 ans, c'est court, quoi, si on regarde à l'aune de moyenne de projet. C'est aussi parce qu'il y avait un intergénérationnel avec des gens qui ne bossaient plus et qui étaient très dynamiques. C'est-à-dire que ça, sur le plan de la disponibilité, pour pouvoir avoir une force de frappe de travail, une capacité de réaction quand il y a des chantiers à mener, c'est quelque chose de très stratégique, quoi. Après, voilà, c'est des compétences. Et puis des compétences, parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de gens qui avaient construit des maisons, qui avaient, voilà, Mais ça, je pense que souvent dans les projets, il y a toujours un petit peu cette notion-là. Mais enfin, moi, j'ai vraiment été frappé par cette mobilisation qu'il y a de moyens et d'énergie qu'il y a eu quand on était sur les 14 adultes qu'on était à l'époque, on était une dizaine en fait à être vraiment mobilisés sur tout ce qui était élagage, parce qu'on a abattu 42 arbres pour pouvoir dégager le terrain et construire. Et voilà, ça a été vraiment une équipe qui était constituée, on va dire, aux 2/3 par des retraités, quoi, dans l'équipe qui travaillait au fil de l'eau. Juste redonner quelques balises en temps, on a démarré en 2016 et effectivement il y a eu le forum, c'est le moment où Nantes Métropole a pris son initiative là, un peu poussé aux fesses depuis quelques années, nombreuses années par les associations de libérer des terrains du foncier et on la remercie de cette initiative qui fait qu'à Nantes il y a une vraie dynamique maintenant. Une dizaine de projets, il y a des projets en autopromotion plus autour de Nantes, le nôtre à Clisson par exemple. Et ensuite, on a constitué une association et on a travaillé sur le programme. Donc, fin 2016, on avait un programme et on a contracté avec l'architecte en début 2017. Le permis de construire a été déposé assez rapidement au mois de mai 2017, mais ça a pris ensuite de nombreux mois. Donc, on l'a obtenu que fin 2017.
Ensuite, vous avez un temps d'études et de consultation des entreprises qui a aussi duré un petit peu plus que ce que ça aurait dû, parce qu'on est dans un contexte un peu de surchauffe de l'activité dans le bâtiment. Donc, difficulté, en tout cas en Pays de la Loire, difficulté à tenir notre budget. Donc, on avait des dépassements de l'ordre de 20%, donc il a fallu ajuster le tir au moment de la consultation des entreprises. Et ensuite, 13 mois de chantier avec un petit dérapage lié aux intempéries de l'automne, novembre-décembre. Et on a pu emménager en février 2020. Donc effectivement, si on n'avait pas eu quelques temps perdus sur l'instruction du permis de construire, un peu avec le bureau d'études et les entreprises, c'est un projet qui pouvait se réaliser en presque 3 ans. Ce qui est une durée assez courte, parce qu'elle n'intègre pas ce qui prend beaucoup de temps dans les groupes, c'est souvent la recherche du foncier. L'accès au foncier est compliqué pour faire un projet collectif. Il y a peu d'opportunités ou maintenant, heureusement, dans le cadre de zones d'aménagement concertées, avec l'appui des collectivités. Donc là, ici, c'était un terrain privé, c'est par un notaire qu'on a eu l'information. Et je reviens sur Anne, effectivement, trouver les bons interlocuteurs, le bon notaire, la bonne banque, tout ça, on peut perdre beaucoup de temps. Donc, appuyez-vous sur les réseaux, sur nous. On a défriché, on n'est pas dire pionnier, on défriche à chaque fois un peu plus, et on ouvre la voie à d'autres groupes pour aller plus vite, en fait. Parce qu'on peut s'épuiser quand même dans ces projets, parce que ça prend du temps. En même temps, cette question du temps, c'est un temps masqué. Lorsqu'on va, en tant que consommateur, on va acheter un appartement auprès d'un promoteur, on ne voit pas tout ce temps en amont de la promotion, de la construction. Là, il faut prendre en compte ce temps-là dès lors qu'on devient autopromoteur de son opération. La promotion, c'est un vrai métier. C'est vraiment pas du tout… on en a une espèce d'image qui est de gens qui se grèvent, qui sont une espèce de parasites, de businessmen. Mais non, c'est un vrai métier. Ils sont utiles. C'est la coordination de tout. Et c'est justement dans la dimension éthique de ce métier-là qu'à mon avis, il y a des enjeux aujourd'hui par rapport à des projets comme les nôtres, où on sait que ça se développe quand même, ça monte en puissance, et des promoteurs qui vont peut-être vraiment faire le travail en accord avec la volonté et les choix de vie des habitants. Ces gens-là, ils vont advenir à un moment donné parce qu'il y a une vraie nécessité. Il y en a qui ont émergé. Donc, on a la chance sur Nantes, je ne vais peut-être pas le citer, mais bon, si on peut dire, et ICO, qui est en charge d'un certain nombre de projets et qui joue ce rôle d'accompagnement de promoteurs, de prise de risque aussi, de portage de l'opération. Ce qu'il faut dire aussi pour notre groupe, c'est qu'on était, ça c'est peut-être pour ça aussi que notre site internet n'est pas très alimenté, c'est qu'il a été constitué assez rapidement et il n'a pas bougé. Donc, on n'a pas eu à rechercher activement des familles, des foyers pour nous rejoindre. Et donc, de fait, on a peu communiqué sur l'extérieur. Donc, on prend ce temps-là aujourd'hui. On a été soutenu par la Fondation de France, donc on a un contrat moral aussi de travailler à l'essaimage de ces opérations-là. Donc, la raison un peu de notre présence aujourd'hui. Mais on le fait volontiers et on est dans la chaîne de transmission. On a bénéficié des pionniers d'HEN qui ont lancé les premiers éco-hameaux en Loire-Atlantique en 2005-2006. On s'est appuyé sur leur expérience et on fera partager notre expérience aux autres. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est le but aussi de cette webconférence de ce matin. Je pense que tout ce dont vous témoignez là depuis le début, ça répond vraiment aux interrogations qu'ont les participants, toutes les attentes qu'ont pu retranscrire les participants là sur le petit questionnaire d'inscription. C'est vrai je pense que là, ils s'y retrouvent. C'est vraiment les conseils que vous pouvez apporter, les témoignages que vous pouvez apporter. C'est ce qui était vraiment recherché ce matin. Donc, merci beaucoup déjà pour tous ces petits conseils. Est-ce qu'éventuellement, vous nous reparlerez, on l'a déjà abordé un petit peu au début, mais un peu de la gouvernance aussi du projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Alors en fait, on a sur le plan du fonctionnement du projet, là on ne va pas parler de l'habitation, puisque l'habitation ça commence maintenant, donc on est justement dans une phase de point d'étape, où on est en train de réfléchir à comment on va continuer à utiliser notre pouvoir collectif en tant qu'habitant, parce que jusqu'à présent on l'a utilisé en tant que
constructeur et en tant que promoteur. Et en fait, ce qu'on a tout de suite constitué, qui est un classique, hein, quand il y a une véritable volonté de groupe de s'investir sur le montage d'un projet, c'est un système de commission. On avait une commission juridique financière, la commission JUFIN, on avait une commission logistique communication, l'OCOM, une commission idéavis sur tout ce qui était justement les réflexions autour du mode de fonctionnement, etc., qui est une commission qui n'a pas en fait énormément travaillé parce qu'elle avait pas des vrais besoins, parce que c'est surtout sur le règlement que ça s'est fait. Au début, ça sur le mode fonctionnement, sur justement les statuts aussi et toutes ces choses-là. La commission LOCOM, pareil, a été très active au début, et puis après, quand on était dans le tunnel des chantiers, ça s'est calmé. Et par contre, ce qu'on avait vraiment, nous, à cœur dès le départ, et qui a été un point vraiment de… Certaines personnes sont même venues principalement grâce à cet argument-là, c'était de créer une gouvernance réellement horizontale et donc d'adhérer à des approches telles que la sociocratie. Et oui, j'ai oublié celle qui a le plus travaillé, par exemple, pour finir sur les commissions, c'est la commission AMO, qui est la commission à assistance à maîtrise d'œuvre. Qui fait le lien avec les intervenants extérieurs, l'entreprise, architectes, et bureau de contrôle et tout. Bureau d'études. Et qui a été une commission qui a été évidemment la plus active pendant toute la période des chantiers, et sur lesquels en fait on avait un noyau dur qui est présent là, ici, Bruno, qui a vraiment, sans lequel les choses ne se seraient pas faites, il faut le dire clairement, en tout cas pas dans cette durée-là, c'est sûr, avec cette efficacité, avec cette courte durée-là. Oui, je l'ai accompagné dans la commission AMO, pour le lien avec les entreprises. Ça a été possible parce que Bruno est architecte et très connaisseur en fait, du milieu. J'imagine difficilement un suivi de chantier avec des gens lambda, quoi. Je pense qu'il faut, dans ce cas, peut-être réfléchir à embaucher quelqu'un. Ça me semble il y a des accompagnements professionnels. Hein. Voilà. Florence peut retémoigner après. Pour en fait, l'expertise, elle est sur dans quel ordre les choses se font, vers qui se tourner, pas rater des étapes. En tant que maître d'ouvrage d'un projet, il y a plein d'interactions avec ce qu'on a, les concessionnaires, par exemple. Ça a été compliqué pour avoir l'électricité, on a emménagé, on avait un raccordement à minimum. On ne pouvait pas avoir d'eau chaude pendant un moment. Bon, vous voyez, donc si vous voulez, si on rate des étapes dans un projet, on peut pénaliser vraiment le planning et ça dérape. Donc j'ai joué ce rôle-là un peu de métronome, mais c'est des rôles que peuvent jouer des tiers, des accompagnateurs qui ont l'expertise dans le bâtiment, des conducteurs d'opération, où on peut déléguer la maîtrise d'ouvrage. Ça a un coût, évidemment, et bien sûr, il faut rémunérer les personnes. C'est bien d'y penser dès le départ. Voilà, c'est vraiment, ça nécessite c'est un métier, quoi. Et du coup, sur le plan de la gouvernance, forcément, comme là, on était sur une temporalité très, très tendue, puisqu'à partir du moment où le chantier démarre, c'est une machinerie qui se met en place avec les entreprises. Quand les ouvriers sont là, on ne va pas décider de ce qu'on va faire, quoi. Il faut que ça soit planifié en amont et que les choses avancent vraiment. Cette notion de gouvernance a été moins présente sur cette commission-là, parce qu'on avait une exigence d'efficacité. Et que peut-être moi, avec le recul, ça c'est mon avis personnel, hein, vraiment, avec le recul, je pense que on l'a peut-être pas assez clairement exprimé au départ, quoi. C'est-à-dire que des gens ont pu ressentir des frustrations ou des inquiétudes ou des incompréhensions par rapport à ça, parce que comme ça va très vite, si on n'a pas vraiment investi beaucoup de temps et d'énergie au départ, et si on n'a pas eu une vraie équipe AMO constituée au début. Il y avait le noyau dur qui était Bruno. Anne a beaucoup été dans le suivi avec lui. Et puis après, ça bougeait un petit peu. Mais c'était pas. Alors que sur le reste des autres dimensions de notre projet, là par contre, oui, on est vraiment dans un travail dans une exigence, dans une envie d'atteindre à une gouvernance horizontale, quoi, en utilisant. Tu peux parler des outils, peut-être? Alors après, effectivement, il y a une chose
qui est un point délicat que moi je retrouve même dans d'autres types de projets qui sont des projets d'ordre très collectif, comme des recherches-actions ou ce genre de choses. C'est comment on communique les uns avec les autres, et notamment de façon virtuelle, enfin, par le biais numérique, quoi. Les outils sont en fait assez difficiles à appréhender en tant que groupe. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu, qui n'arrivent pas à intégrer comment les outils fonctionnent, alors qu'il y a une asymétrie en fait qui fait que c'est difficile Donc, pareil, comme je parlais de la lenteur dans le démarrage d'un projet tout à l'heure, sur ce point-là, enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pareil, c'est de vraiment prendre le temps. Ce que nous, on n'a peut-être pas assez fait, justement. Ouais. De prendre le temps, que chacun se forme, qu'il y ait vraiment quelqu'un. Moi, j'étais en charge de la mise en place d'un certain nombre de choses, dont, par exemple, une chose toute bête, c'est la nomenclature de toutes les données. C'est-à-dire comment on range l'ensemble de ces données. Ça s'accumule beaucoup au fil des mois et des années, ça s'accumule énormément. Il y a une espèce de logorée à un moment donné de documents, parce que c'est un projet multifactoriel, multidimensionnel. Donc ça, c'est quelque chose que qu'on n'a pas assez travaillé, que moi, je n'ai pas assez insisté. Et du coup, aujourd'hui, notre base de données, c'est quand même assez… ça s'améliore, mais c'est quand même pas encore… on revisite régulièrement, on réajuste. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment prendre ce temps-là et que justement, il y a des gens qui soient gardiens de ça, quoi. C'est-à-dire qu'au début, forcément, l'ensemble du groupe ne va pas tout faire bien. Donc, qu'il y ait une ou deux personnes, plutôt deux, parce que c'est toujours mieux d'être deux, en se passant la main, pas forcément en bossant ensemble, mais en se passant la main, soit vraiment très attentif au fonctionnement pour que les réflexes soient pris, le fonctionnement, la logique soit intégrée, quoi. Ouais. Donc, un point, être en binôme toujours. Ouais. C'est toujours ce qu'on a fait avec Anne pour les réunions de chantier ou d'autres interactions. Il faut toujours qu'il y ait un relais parce que il y a deux obstacles. Moi, j'appelle ça garder le fil, parce que Guillaume dit, c'est ranger, c'est aussi retrouver, garder la mémoire du projet, parce que on prend beaucoup de décisions et puis certains ont déconnecté, se souviennent plus qu'on avait arbitré certaines choses. Donc, c'est comment on grave dans le marbre quand même. À un moment donné, des choses qui sont actées et sur lesquelles on peut revenir éventuellement, mais qui nécessitent discussion. Mais au moins, on sait, on est en phase sur le niveau d'information. Donc, pour la sérénité du groupe, c'est super important ce qu'il vient de dire. Le fait de pouvoir accéder à l'information qui a été actée en amont. Voilà. Donc ça, il y a des protocoles. Quand on fait une réunion, on distingue clairement dans le compte-rendu à chaque fois qu'est-ce qui doit être acté. On peut revenir à la réunion d'après. Enfin, il y a des méthodes, mais ça, c'est la conduite de projet. Alors ça, c'est une question. Se former à la conduite de projet, c'est des projets complexes. Comment on garde le fil sur le long terme? Il y a un peu le problème du mail. C'est-à-dire que le mail, tu parlais de logorée, mais enfin voilà, cette invasion du mail qu'on subit tous, à un moment donné, ça sature. Ce n'est pas le bon outil pour travailler, pour classer, pour archiver. Donc, on a tâtonné, on a utilisé un drive, là, enfin un disque avec une nomenclature, des fichiers, mais ça n'a pas été efficient pour tout le monde. Sur le tard, là, on a retrouvé un nouvel outil qui mélange du forum, du mail, de l'archivage, qui semble répondre, fait un peu couteau suisse. Je sais qu'il y a des accompagnateurs professionnels qui orientent vers des plateformes payantes. Le problème, beaucoup de ces outils sont payants à un coût assez élevé dès qu'on dépasse un certain nombre d'utilisateurs ou de complexité. Donc là, on a trouvé un outil qu'on a installé sur notre serveur et qui semble donner satisfaction un peu sur le tard. Donc, on pourra faire partager de l'expérience là-dessus aussi sur la question des outils numériques. On a tous baigné à fond là-dedans pendant le confinement. Donc, on a des nouvelles expériences. Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on était un peu moins familier de ce genre d'outils aussi il y a quelques mois. Voilà, il y a peut-être des outils pour se réunir de manière plus légère aussi, parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir tout le monde en même temps sur le même lieu. C'est pas toujours, c'est quasiment jamais. Voilà, ouais. Moi, ça a été une des choses qu'il a fallu que j'accepte, c'était qu'en fait, à partir du moment où on est sur des différences de mode de vie et d'étapes de la vie, on voit bien qu'il y a des gens, quand ils sont sur des boulots très prenants, ils ne sont pas là, quoi. Où ils ont énormément de mal à être là. Ou inversement, des voyageurs qui ont beaucoup de temps libre. Voilà, ou des gens qui sont qui sont à la retraite et qui ont mis en place des activités. On a quelqu'un, nous, qui fait régulièrement qui organise des croisières en voile, qui est un vieux voileux depuis des années dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est une chose aussi qu'il faut accepter, c'est
moi j'ai dû accepter en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est un groupe qu'on va être là tout le temps. Et en plus, au début, on était tous là. Parce qu'au début, c'était la conception, c'était le début. On se retrouvait les dimanches, etc. Et en fait, voilà, c'est aussi ça, c'est la dimension collective. Le collectif est quelque chose de vivant. Et il faut savoir s'adapter et pas s'imaginer que ce qu'on projette ou ce qu'on vit à un moment, à un instant T, notamment au début, va rester tel quel, quoi. Oui, moi je rejoins tout à fait Bruno et Guillaume sur ces remarques et ça me fait penser, ça me semble important aussi de savoir un petit peu que c'est des engagements sur le long cours, donc effectivement ce fonctionnement collectif, soit en sous-groupe, soit tout le groupe, est très vivant, très mobile et génère beaucoup de transformations, y compris personnelles. Et il faut s'attendre aussi à ça aussi, c'est que c'est quelque chose qui va toucher l'intime aussi, puisqu'on est dans nos habitations. Et à tous les niveaux, ça va toucher l'intime. Et la vie du groupe voilà, génère beaucoup de mouvements. Et je pense que c'est bien de le savoir, en fait, que ça va être une phase de vie très transformante. Et ouais. Et se mettre d'accord au début sur des intentions dans la façon de fonctionner, que ce soit dans la façon d'exercer son pouvoir en tant que groupe, ou que ce soit dans l'accueil de la façon dont ça va évoluer. C'est-à-dire que nous, un mot qui revenait beaucoup au début, c'était le mot de bienveillance, qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui. Mais on sentait tous ça, on sentait tous que chacun était là à vouloir que l'autre soit bien et que ça avance bien dans ce sens-là. Et qu'au moment où les tensions ont commencé à monter, au moment où les choses devenaient difficiles, parce que ça va forcément devenir tendu à un moment donné et ça va forcément devenir difficile, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est une aventure la mise en place, je parle. Hein. Après, l'habitation, y habiter, c'est autre chose. Nous, on découvre, on est totalement novices dans ce domaine-là. Notre groupe démarre. Mais sur la mise en place, c'est forcément inévitable. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien identifier qui on est et de bien clarifier l'intention de ce qu'on veut vivre en tant que groupe. Nous, le choix de la sociocratie, on l'a fait parce que s'il y avait quelque chose que le groupe a tout de suite reconnu, c'est le fait que quand il y a des objections à des propositions ou à des choix proposés, et ben ces objections-là, en fait, elles servent à nourrir le travail. Ce n'est pas un rapport de force. Dans la sociocratie, c'est ça qui est intéressant, en fait, sur le plan du concept de représentation, c'est que chaque apport individuel est traité de façon à faire avancer le groupe. Et non pas à être à rentrer dans un espèce à un moment donné, il y a quelqu'un qui a raison et le groupe se rallie à cette personne ou à ce groupe de personnes qui a raison. Le groupe se rallie par la majorité et avance. Parce que ça, on se retrouve dans les situations qui sont celles dans lesquelles notre société fonctionne, où c'est les postures qui conditionnent le fonctionnement, c'est-à-dire la grande gueule, le sachant, finalement décide et il entraîne selon son charisme et ses capacités de gérer le groupe, il entraîne le reste avec lui. Là, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Et c'est plus long, c'est plus difficile, mais ça permet aussi au groupe de mûrir. Je dirais qu'on essaye de fonctionner, mais il y a des ornières dans lesquelles on retombe parfois. C'est ça, fonctionner, c'est pas, pour moi, c'est pas un résultat, c'est un chemin qu'on a choisi de prendre. C'est un travail. C'est un chemin qu'on a choisi de prendre. Notre groupe, il est quand même très vigilant à ça. Justement, c'est de nouveau d'actualité. C'est que il y a Mijo qui nous a rejoint. C'est un choix aussi de. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Préserver ces choix aussi qu'on a émis de gouvernance. Donc, on s'est formé et on a pour projet là à nouveau de se reformer sur notre façon de communiquer avec, par exemple, la communication non violente. La prise de décision au consentement, c'est quelque chose auquel on tient, mais qu'on a du mal à mettre en place. Donc, en fait, tout ça, ça reste très vivant et on est vigilant et on se rend compte de nos propres dysfonctionnements et on essaye à nouveau au fil du déroulement, de progresser aussi dans ces usages. Donc, voilà, c'est pas juste figé et parfait à un moment donné, quoi. Disons, pour résumer, c'est que l'outillage, pour se lancer dans un projet comme ça, il y a un outillage juridique et technique, mais il y a aussi un outillage humain. Je sais que certains ont dit, ouais, on ne va pas nous refaire le coup du MOOC, là, des colibris, tout ça, mais
Non, c'est une réalité quand même, le facteur humain au sens de… C'est une construction humaine, donc on est dans nos parcours éducatifs et autres, on n'a jamais appris à coopérer. Voilà. Donc, il faut apprendre à coopérer de manière saine et bienveillante, un autre terme, je ne sais pas, enfin efficace, voilà, pour diminuer les tensions, les blessures qui sont en fait des blessures individuelles et comment le groupe doit accueillir aussi tout ça pour fonctionner Sans que dans ça une soit une dynamique. thérapie. Voilà. Ça Oui, soit- mais il y a une forme de thérapie au sens de… Il y a Non, comme je dis, thérapie déclarée, c'est ça que je veux dire. s'investir dans un Sans projet être dans comme la ça. réalité. Non, Oui. mais s'investir dans un projet comme ça, c'est un chemin aussi personnel Oui. d'aller vers le collectif. Oui. On nous a coupé du collectif, on va dire, la génération des années 80, c'était voilà, le tout individuel. Si on recherche du collectif, c'est aussi un chemin personnel à faire par rapport à ça. Il y a des choses, il faut lâcher prise. C'est comment on arbitre entre jeu et nous, quoi. C'est, à un moment donné, c'est… Sur ces propos, Mijo, tu veux réagir? C'est un nouveau moment. Non, je vous laisse, j'écoute, je me laisse le temps de rentrer dans le débat. C'est vraiment intéressant d'avoir votre retour, d'avoir votre vision. Je pense qu'il y a une question qui peut peut-être aussi interroger pas mal des participants. C'est que vous vous êtes installés au mois de mars. Donc, tout est tombé dans une période, un contexte un petit peu particulier. Comment vous avez vécu vraiment votre installation dans les lieux pendant cette période aussi de confinement après qui s'est installée? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait tout imaginé, sauf de démarrer comme ça. Comme quoi, il y a des choses où il faut laisser au présent et à la vie venir à nous. Ça a été pas facile parce que d'abord, parler d'un habitat collectif en étant confiné quasiment chacun chez soi, c'est assez étrange. Et puis la deuxième chose, c'est que le groupe est arrivé du coup, pas tout le monde en même temps. Puisque en fait, là, nous sommes tous en même temps que depuis le 1er juillet. Et donc, du coup le collectif, au jour d'aujourd'hui, on va dire vraiment qu'il commence aujourd'hui, quoi. Parce qu'on a été, donc il y a eu 7 logements qui sont arrivés avant le confinement. Après, il y a une personne qui est arrivée pendant le confinement. Après, il y a voilà, c'est… Et du coup, on a eu un peu de mal à se mettre dans le collectif et je pense qu'on va vraiment commencer l'expérience maintenant. Voilà. Alors après, le collectif, on l'a vécu en extérieur, pas du tout en intérieur, alors qu'on avait prévu une maison commune avec une salle, on ne l'a pas du tout investi. Et du coup, chose qu'on n'avait pas prévue, c'était que dans le premier temps, le collectif a investi l'extérieur et pas du tout l'intérieur. Voilà. Et ça, c'était pas du tout dans la… je crois que personne n'avait envisagé ça, quoi. Mais ça s'est bien fait. Il y a eu beaucoup d'entraide, de solidarité. En plus, on avait des personnes à risque dans le collectif. Donc, il y a eu des confinements très stricts qui ont été faits pour certaines personnes. Et puis d'autres pour qui ça a été un petit peu plus souple. Voilà. Mais non, moi, je trouve qu'on a bien passé le cap avec une bonne présence et une bonne entraide, en tous les cas. Il y a eu un petit retour sur, je crois que c'est France Culture qui avait fait un reportage sur ce thème, ou un article, je ne me souviens plus. En gros, en quoi les habitats participatifs traverseraient mieux cette épreuve. Oui, il y a des formes de proximité, d'échange, de connaissances qui font que naturellement, pour faire les courses, pour faire un certain nombre de choses, les choses se mettent en place plus facilement peut-être. Mais je pense que dans tous les voisinages, les gens ont pu explorer des solidarités. L'habitat participatif n'a pas le monopole de la solidarité de voisinage, quoi. Il n'y a pas de… C'est plus, en ce qui nous concerne, c'est plus l'espace en fait. On a été un certain nombre, on a déménagé juste avant le confinement. Moi, j'ai 3 enfants. Rester dans un appart ou dans une maison avec mes 3 gamins confinés, je n'ose même pas imaginer comment ça se serait passé, quoi. Parce que en plus, ils sont assez dynamiques. Moi, je travaille à la maison en plus. Donc, voilà. Donc là, le fait d'être dans cet espace que vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, ça a été du bonheur, quoi. On avait accès à un parc, voilà. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des habitants en milieu urbain qui étaient confinés sans autorisation d'accès à la nature, qui est quand même
très ressourçante et très régénérante dans un moment difficile qu'on a tous traversé, quoi. Ouais. Donc, c'est une nouvelle page qui se tourne là depuis le 1er juillet, alors. Voilà. Tout à fait. Ouais. À tous les participants, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, il y a Pete de Abicop qui nous dit que le reportage France Culture, voilà, Elodie vient de vous le partager. Donc, si vous voulez prendre connaissance du reportage de l'article dont vient de parler Bruno, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vous laisse quelques petites secondes, hein, si vous avez des questions là, qui vous viennent, n'hésitez pas à les formuler. Une question, une inquiétude. Là, en fait, on est toujours en but à on va dire, un maquis administratif, réglementaire, normatif, qui fait que le statut de coopérative, ça n'a pas l'air de percuter dans les circuits administratifs. Là, récemment, alors que nous, on a franchi l'étape de l'obtention du PLS, quelques groupes se voient opposer un refus au motif qu'on ne pourrait pas être coopérateur et locataire de son logement. C'est méconnaître complètement l'histoire des coopératives d'habitants et des HLM, puisque par exemple la maison radieuse à Rezé a fonctionné sur ce modèle-là. C'est méconnaître. Enfin bon, si vous voulez, en gros, tout d'un coup, il y a un gars dans un bureau qui interprète un texte de manière erronée et qui fait obstacle. Donc, Abicop ou d'autres réseaux s'activent là pour désamorcer les choses. Il y a un travail. Et voilà, on est encore dans cette situation, encore un peu de fragilité, parce que la loi Allure qui est sortie il y a déjà un paquet d'années, par exemple, qui donne un cadre à l'habitat participatif, n'a toujours pas, qui fragilise encore ces montages. On bricole un peu avec les statuts juridiques parce que voilà, les choses sont compliquées en France sur le plan administratif et réglementaire. Voilà, je ne sais pas si j'apporte un message d'espoir là pour il y a 2 groupes en ce moment là qui sont un peu en but avec la DDTM, donc c'est les structures administratives qui gèrent l'octroi en gros des prêts PLS en lien avec les collectivités, et là ça bloque. Donc je lance un appel d'ailleurs à Marie là, pour voir comment on peut agir de ce point de vue-là, de concert avec les collectivités. Oui, bah, je suis bien. Ouais. Juste pour te dire, hein, parce que je le fais en live, parce que là, c'est compliqué de répondre par chat à ça. Oui, vas-y, Marie. Mais voilà, juste, oui, on a bien entendu l'appel du groupe d'habitat participatif France, mais aussi les cohabitants et voilà, d'Abicop aussi, des échanges. Je pense qu'on organisera, du coup, on va essayer de faire j'ai demandé du coup en lien avec ma direction qu'on puisse du coup faire un point avec la DDTM. C'est vrai que moi, techniquement, là, du coup, je suis plutôt sur le suivi aussi des projets métropolitains, mais je suis aussi du coup coordinatrice pour le réseau national des collectivités pour l'habitat participatif. Après, je ne vais pas pouvoir faire le tour des DDTM de France. Là, en l'occurrence, celle DDTM 44, elle va de toute façon aussi nous concerner puisqu'on a une coopérative d'habitants aussi sur les projets. Sur les projets du coup de la métropole, hein, celui qui est sur la rue Brisset. Donc, on aura aussi une coopérative d'habitants et on ne voit pas pourquoi il y aurait eu possibilité de le monter pour la montagne, d'autant plus que les agréments sont passés par nos services habitat, que pour d'autres, voilà, que ça ne puisse pas se faire. En plus, il y a des montages aujourd'hui qui existent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des restrictions pour les SCI. Je ne vais pas rentrer dans le côté trop juridique, mais en tout cas, pour les SCI, ça a été possible à un moment aussi de le faire, y compris pour une location en propre. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer sur une coopérative d'habitants qui, en plus, est sur un principe anti-spéculatif avec des parts qui sont, voilà, qui restent du coup revalorisées de façon régulée. Donc voilà. En tout cas, j'en ai bien pris note. Ça fait partie des choses qu'il faudra que l'on fasse. Après, voilà, je veux dire, en ce moment, on est aussi en attente avec les élections de désignation d'élus et autres. Donc, je reste encore j'ai encore une forme de réserve liée au fait que je n'ai pas d'élus actuellement. En tout cas, on est dans des transitions. Donc, voilà. Mais ça fera partie des choses à travailler. Merci beaucoup, Marie, pour ton retour. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vous dit bravo, hein, que c'est un beau retour d'expérience que vous venez de nous partager. Donc, encore
Merci beaucoup à vous quatre. Je vois qu'il est 11h10, alors vous pouvez rester connectés avec nous, Bruno, Anne, n'hésitez pas parce que peut-être que des questions vont arriver encore. Et je vous propose dans ces cas-là, Marie, vu que tu avais la parole, que tu puisses intervenir sur… on avait dit qu'on ferait un petit point d'actu sur les projets en cours dans lesquels il reste encore des places. Donc, je te propose de prendre la parole maintenant. Et puis, entre-temps, Oui. voilà, si jamais vous aviez encore une ou deux questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre avant de terminer la webconférence. Je te partage du coup, Marie, le support. D'accord. Alors, je voulais juste compléter avant de poursuivre sur les projets en cours, juste pour dire que le montage de la loi Allure permet aussi aux coopératives d'habitants d'être associées avec des bailleurs. En l'occurrence, les coopératives HLM sont en capacité aussi de porter éventuellement la maîtrise d'ouvrage, enfin, c'est-à-dire pas la maîtrise d'ouvrage, mais d'être en co-maîtrise d'ouvrage si jamais c'était aussi un souhait de pouvoir être accompagné de façon technique sur ces projets. Ça peut faciliter en tout cas la question, je vais dire, opérationnelle. Enfin, c'est quand même comme vous disiez, c'est quand même un vrai métier aussi, donc ça peut être compliqué. Et ça peut être des options envisageables. D'autres projets l'ont fait. Après, voilà, ça reste aussi… je comprends tout à fait qu'on soit sur un modèle après complet en coopérative d'habitants autopromoteur et voilà, bravo à vous vraiment d'être… Pourquoi l'autonomie? C'est que malheureusement, s'il n'y avait pas eu l'autonomie et l'initiative au sein d'HN, par exemple, d'individuels pour porter l'éco-construction, on n'aurait pas avancé sur un certain nombre de dossiers, comme la paille, par exemple, et qu'aujourd'hui encore, on nous oppose le fait qu'on ne peut pas faire dans des budgets abordables des matériaux sains, naturels. Et donc, il faut, pour déconstruire ça, malheureusement, ce discours-là, il faut retrousser ses manches, certes, mais il faut aussi avoir un peu de pugnacité, choisir les bons architectes, choisir les bons BET, malheureusement les bons bureaux de contrôle aussi, parce que c'est eux qui mettent le tampon sur l'assurance. Donc, il y a encore beaucoup de verrous et il faut y mettre de l'énergie. Donc, ça, c'est un point important. Malheureusement, et les bailleurs sociaux sont encore frileux et sont un peu dans l'idée, en gros, hors du conventionnel, point de salut, on n'arrive pas à faire dans les budgets, quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour la transition écologique dans le domaine du bâti. Donc un peu plus de part d'initiative des bailleurs sociaux sur ces matériaux, mais je pense qu'à Nantes, on va bouger un petit peu dans les prochaines actes. Là, il y a des cahiers des charges qui orientent vers la construction bois, vers les matériaux ressourcés. Il faut peut-être des aides pour ça, réduire la TVA. Enfin, il faut des outils peut-être pour faire qu'on bascule vraiment dans ce domaine-là. Excusez-moi, il y a juste peut-être une petite question avant de se lancer sur les projets locaux de Christine qui demande si le statut de la coopérative peut se mettre en place après avoir acquis le bien. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse là-dessus? Oui, ici, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que le fait d'avoir du cash, de l'argent, a permis de porter l'acquisition. On fait ce qu'on appelle un… Ça y est, j'ai un trou là. En fait, on fait une substitution, c'est-à-dire qu'on avait acquis le bien, on avait signé un compromis de vente en personne, les 4 ou 5 qui avaient le cash pour se positionner. Et ensuite, on a transféré le titre, la propriété à la structure juridique. Donc, on aurait pu envisager de transférer le bien à la structure juridique, mais là, il y aurait eu des droits de mutation. Donc, non, il vaut mieux éviter de monter la coopérative une fois que le bien est acquis. Ou alors, c'est un apport en nature, on va dire, au projet en capital, mais il y a des droits de mutation qui s'imposent à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que oui, c'était très clair. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous quatre encore. On va laisser la parole à Marie. Et puis, de toute façon, on vous redira un petit mot de conclusion à la fin. Marie, je te laisse la parole. Ça marche, je peux projeter le… Ouais. J'ai pas le… Si, la mis dessus. C'est bon là? Ok. Donc là, c'est la cartographie des projets en cours et à venir. Alors, c'est vrai qu'elle a un peu évolué et elle continuera d'évoluer. Mais en gros, on va avoir… donc là, mais tu peux passer sur le slide d'après. C'est juste pour montrer les… Voilà.
Donc, on en a plusieurs qui sont en recherche encore de foyers, sachant que là, on a des collectifs qui sont déjà bien partis sur ceux que je vous présente là. Donc, on en a une sur Ecobut, Bautières-Chénet. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais c'est quand même 2 collectifs au départ, à savoir Hameau des Noux et La Maison Multiple, qui du coup se retrouvent sur une parcelle. On a environ 30 logements là. Et le collectif est déjà plus d'une vingtaine de personnes, même 25. Donc, il reste quelques logements en fait sur ce projet-là. C'est accompagné là par ICO et Nantes Métropole Habitat. Là, on a donc Au-de-l'Erdre, il reste effectivement également des logements, mais après, je vais peut-être passer par le détail par la suite. Au-de-l'Erdre, on est donc Nantes Nord plutôt, et sur la ZAC, du coup, Erdre Porterie. Îlot Sémar, on est sur une revitalisation d'un îlot un peu dégradé, qui ressemblerait plutôt à de l'habitat ancien. Et le collectif déjà bien parti, le permis de construire a été déposé. Et donc là, c'est des logements qui restent et qui seront, on va dire, adossés au collectif d'habitat participatif existant. Et celui de Unil, donc qui est sur l'île de Nantes, on est sur un projet d'habitat participatif senior. Voilà. Merci pour les précisions. Ouais. Je vais avoir d'autres. Je vais passer après, sur les slides d'après. Voilà. Et après, on a donc la Mosaïque des Garettes, c'est un projet en autopromotion. Il reste effectivement là actuellement un logement. Je donnerai le détail après. Et Zac de la Baule, ça démarre tout juste. On est un noyau de 3-4 personnes et il y a potentiellement 10 logements sur ce projet. Tu veux passer après pour voir le détail? Voilà. Donc, Bautières-Chénet, on est à l'est du coup de Nantes. Le support, il vous sera diffusé. Donc, peut-être que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais l'assistance à maîtrise d'âge. On enverra le support à tous les inscrits. Ouais. Mais donc, c'est les cohabitants aussi qui accompagnent ce projet. Florence pourra vous en dire plus sur la dynamique, et si vous avez des questions, évidemment. Tu peux passer sur le slide d'après, du coup. Voilà, à Modélo. Donc, voilà, je vous ai mis une esquisse, mais a priori, la partie en fait, alquinière qui est notée, qui est en fait la maison multiple, là, sur la droite, sera plutôt un collectif a priori, mais c'était ce qui était projeté au départ. Vas-y, tu peux essayer juste après. Voilà, et donc, voilà, on a il reste du coup des typologies. Alors, c'est à titre toujours, on va dire, indicatif parce qu'on est encore dans une phase où on n'a pas déposé le permis de construire. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des ajustements en général en termes de surface, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai inscrit les typologies, les surfaces qui étaient disponibles et à peu près les prix de sortie. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Juste un petit mot peut-être, ouais. Marie, excuse-moi de te couper. Effectivement, je trouve que c'est peut-être un peu prématuré de parler de typologie puisqu'on n'en est même pas à la validation de l'esquisse. Simplement, effectivement, sur les 35 logements sur cette grande parcelle dans le secteur Bautières, dans les 2 groupes, il reste encore les groupes sont encore incomplets. Enfin, surtout le groupe Maison Multiple qui a une volumétrie peut-être un peu plus compacte. On sera sur un petit collectif de 2 étages, alors que du côté Hameau des Noux, les typologies seront sans doute vers des grands logements, des plus grands logements parce qu'on a plus de composition de grandes familles et une volumétrie légèrement moins compacte avec sans doute très certainement 3 bâtiments intermédiaires de moins de 2 étages. Voilà. Je réponds en même temps du coup aux questions qui s'affichent. Donc ICO, c'est un
promoteur, on va dire, indépendant mais raisonné. Oui, c'est au prix au mètre carré, effectivement. On n'a pas précisé, c'est prix au mètre carré. Voilà, c'est ça. C'est ce que précise Pete. Donc, c'est les prix correspondent au prix au mètre carré selon les Oui. typologies. Sauf que dans ce montant-là n'est pas intégré les espaces communs. Et donc, il faut rajouter 5% du prix du logement. Juste, si je peux me permettre, je n'avais pas donné des repères de coûts. Ici, on a 2850 € TTC, tout compris, espace commun et le terrain, etc. Voilà. Donc, pour donner des repères, voilà ce qu'on peut faire aussi. Alors, ça, effectivement, parce qu'on n'a pas les coûts de promotion, on a des apports en travail, on serait certainement dans les coûts, ce mix entre coûts abordables et coûts libres, on serait à peu près dans la même fourchette, mais on a des matériaux. Je vous invite à comparer ce qu'on a produit ici, ce qui sera peut-être produit sur d'autres projets en termes de finition, de qualité de matériaux. Okay. Là, c'est celui d'après. Voilà. Donc, Audelerdre, du coup, Florence l'a précisé, il reste 4 logements, c'est ça? Oui. C'est plutôt des grandes typologies, hein, c'est plutôt pour accueillir des familles, a priori. Oui, c'est ça. C'est effectivement, ça va du T3 bis, mais c'est un grand T3 de 80 mètres carrés à peu près, à des grands T4. Voilà, avec un certain nombre d'espaces communs, une grande salle commune polyvalente, chambre d'amis, atelier. Tous les appartements ont une surface extérieure privative. Et dans le système constructif, c'est plutôt c'est une construction bois. Et puis un système de chauffage, je ne sais plus, je crois que c'est gaz, je ne sais plus. Je pourrais vous confirmer s'il y a des personnes intéressées, je vous enverrai un petit mail d'explication. Ouais, Île Sémar, donc c'est un projet qui a démarré là depuis un petit moment. Le collectif donc a déjà. Ouais, d'accord. Merci Bruno. Au revoir. Merci beaucoup Bruno. Merci à tous. Et puis de toute façon, on redonne vos coordonnées, on renvoie le lien du prêt commun, etc. si les personnes souhaitent reprendre contact avec vous. Merci en tout cas pour votre mobilisation et votre témoignage. À bientôt. Je t'en prie Marie. Si. Donc du coup là, oui, voilà. Après, c'est de l'accession. Hein. On est plutôt sur des prix libres. On va frôler presque les 4 000 € là pour les logements qui restent, qui sont adossés au projet d'aide participatif. Juste après, on est vraiment dans un noyau. On est on est en milieu urbain, on est à proximité presque à l'île de Nantes, les relations, les trajets avec l'île de Nantes se font très bien, donc on est proche de Nantes et à la fois voilà, sur le territoire de Rezé, mais on est dans un contexte urbain très, très bien desservi. Très bien desservi, avec une vie de quartier quand même assez riche et dynamique. Et à 2 pas du tram, on est vraiment à 2-3 minutes des transports en commun. Et oui, après, avec plein de cinémas, quand ils sont ouverts. Voilà, non, mais on est vraiment presque en centre-ville, quoi, avec la qualité des services liés au centre-ville. Voilà. C'est de toute façon, on vous transmettra. Voilà, l'île de Nantes, donc le projet senior, c'est 15 logements donc sur un collectif de 200 logements. Donc pour l'instant, c'est souhaité aussi par l'opérateur qu'on continue dédié senior. On verra jusqu'à la fin de l'année. C'est que donc peut-être tout pour de l'intergénérationnel, mais là en l'occurrence, ça avait été lancé comme ça. Donc on verra si ça évolue ou pas, mais pour l'instant, il reste des places. Il y a aussi un noyau du coup. Alors c'est vrai que l'image donne, voilà, c'est assez dense, mais on est avec
Là, il y a de tout en fait sur ce projet. Donc, on a de l'accession abordable, libre. Sur le locatif social, effectivement, c'est sous condition et c'est accompagné par NMH. À partir de quel âge? On est plutôt sur… en fait, si c'est… il n'y a pas vraiment de… En fait, si vous êtes, vous pouvez être jeune retraité. En fait, l'idée, c'est d'avoir un collectif qui soit plutôt présent. Donc, vous pouvez être jeune retraité ou en vue, préparer ça en vue de votre retraite, hein, puisque la livraison prévisionnelle, c'est 2023. Donc, ça peut très bien s'envisager de façon anticipée et de se projeter voilà, dans quelques années. La Mosaïque des Gades, donc c'est un projet en autopromotion. On est sur, en fait, au départ, c'est 8 maisons individuelles, mais là, on va y avoir 9 logements. Et donc, le collectif, il s'est monté en ce qu'on appelle en SCIA. Donc, on est plutôt on est aussi sur une forme, alors c'est pas la coopérative, hein, on est sur une copropriété du coup. Enfin, on va aller sur un modèle copropriété. Mais voilà, vous avez quelques présentations. Il y a surtout un très grand jardin, puisqu'en fait, on a rétrocédé une partie de la parcelle, du coup. Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Et il y a une maison commune, surtout, que vous voyez un peu dans en forme de rotonde, là, que vous voyez en bas de l'image. Et donc, ça, c'est la maison partagée. Et donc, ça va être le début. On finalise l'acte de vente là au mois de la semaine prochaine. Et donc là, ils vont démarrer leur chantier, couler la dalle avec. Là, c'est accompagné par un constructeur Macoré qui du coup a pris des parts dans la SCIA et va accompagner, en fait, va être présent pour le chantier. Donc là, il reste un logement, un T3. Et qui va être porté du coup par Macoré jusqu'à la finalisation du projet, jusqu'à la livraison. Mais voilà, il reste encore un logement normalement. Sauf s'il y a eu preneur entre-temps. Mais les choses vont vite en fait. Là, on est sur Saint-Herblain, donc c'est la ZAC de la Baule. Et donc, c'est un projet qui a démarré peu avant le confinement quasiment. Donc, ils sont à la recherche de façon active de foyers, de personnes. C'est intergénérationnel, donc tous âges confondus. Et c'est encore ajustable, mais on est plutôt effectivement sur une accession abordable ou intermédiaire. Donc, on est sous plafond de ressources, du coup. Peut-être redonner Élodie, si tu pourras redonner les plafonds, peut-être PSLA. Et après, plafond PLS, du coup, pour l'intermédiaire. Mais on est du coup, enfin, plafond PLS et plafond PLI. On est en prêt locatif intermédiaire aussi. Donc, si ça intéresse, là, je vous ai mis des petits, ils nous ont recontacté cette semaine, et je vous ai mis des petites infos, en fait, sur leur collectif, les slides qui sont juste après. Ça présente du coup un peu le collectif, et ils ont mis une présentation sur le site d'Habitat Participatif France, sur la cartographie d'Habitat Participatif France. Donc, vous pouvez retrouver ces informations-là sur le bosquet de Neruda. Ils ont fait une petite icône, et vous avez le contact c'est David Porchoret-Pécou qui est en contact sur ce projet. Voilà. On a fait le tour normalement. Ah non, mais oui, les projets à venir. Donc là, on va démarrer effectivement la Chapelle-sur-Erdre et le ZAC, donc champ de manœuvre. La Chapelle-sur-Erdre, donc c'est nord de Nantes. On est, voilà, on est en dehors de Nantes. On est, comment dire, c'est un projet on a commencé à rencontrer éventuellement des opérateurs. La consultation, elle sera sur la fin de l'année, de cette année-là, 2020. Et puis, ZAC champ de manœuvre, ça devrait, pareil, on est en préparation de la consultation. Donc, ça ne devrait pas tarder. Juste peut-être un petit mot quand même sur les projets dans le 44. Il y a notamment 2 projets qui recherchent du monde, donc sur Saint-Nazaire. Il y a une coopérative d'habitants qui est en train de se monter et qui s'appelle Soleil Levant. D'ailleurs, Noël est avec nous. Malheureusement, on ne peut pas lui donner la parole pour qu'elle présente son projet. Alors, c'est un projet qui cherche 4 personnes.
et qui se situe à côté du parc en fait de Saint-Nazaire. Alors, il faudrait que je puisse vous trouver un visuel. Je ne sais pas si je peux partager aussi Oui, tout à fait. Je vais arrêter mon partage et tu pourras toi-même partager quelque chose. Eh bien, écoute, je vais essayer de partager. Hop. 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 Voilà. Donc, je vous ai mis juste le visuel sur le projet architectural, puisqu'on est sur un terrain de 950 mètres carrés, donc, qui est situé dans le centre-ville de Saint-Nazaire, donc dans un cadre plutôt ouvert et avec des transports en commun, avec une conception architecturale qui est bien avancée, avec des matériaux biosourcés et d'origine locale. Aujourd'hui, dans la conception du groupe, j'essaie d'avoir. Là, je suis sur le livret d'accueil. Voilà, donc le groupe est en attente peut-être de personnes qui, peut-être de familles, avec un apport, puisqu'on est dans une structure coopérative. Et voilà. Donc là, vous avez donc Noël et André dans le projet, Jacqueline, et Charlotte et ses enfants, Martine, Carmen et Mado. Et puis, c'est un projet qui a pour objectif d'être livré en 2022-2023. Et puis, on a également le projet Écoquartier Sautron. Alors, malheureusement, je ne pense pas avoir d'éléments à vous transmettre, mais je vais essayer de vous mettre un lien ou Noël, hein, si tu as un lien, le lien de l'asso pour contacter Écoquartier Sautron et vous contacter aussi, ça peut être pas mal. Je ne sais pas combien de personnes d'ailleurs ils recherchent. Toujours est-il que si vous souhaitez si vous avez des questions par rapport à ces projets sur la côte, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Florence pour ces compléments. Merci beaucoup à Marie pour tous les détails que tu as pu donner sur les projets en cours. Donc en effet, j'avais vu la petite demande de Noël. Donc nous, on a aussi un petit flyer des projets en cours qu'on a validé d'ailleurs récemment avec Florence, avec Marie. Donc ça va faire partie des éléments qu'on va vous envoyer donc, en tout début de semaine à toutes les personnes qui étaient inscrites pour cette e-rencontre. On va vous envoyer un mail avec plusieurs ressources, donc des ressources qu'on a pu déjà vous partager au cours de la conversation, on va vous les remettre. Vous n'avez pas forcément eu le temps de les enregistrer. On vous enverra le livret, la plaquette Nantes Métropole, et on vous enverra justement ce petit flyer avec les projets en cours sur lesquels il reste des places sur le département. Et vous aurez ainsi les coordonnées aussi des personnes à recontacter en direct si vous étiez intéressé par certains des projets. Pour rebondir aussi, oui Marie, tu voulais peut-être dire quelque chose. Évidemment nos contacts pour les précisions sur les projets. Et juste pour la réponse, j'ai vu sur le chat la question sur comment on fait quand on n'a pas d'apport et qu'on voilà. En fait, je me dis, si vous êtes sous plafond de ressources, ça peut aussi, l'accession abordable, ça peut aussi peut-être rentrer dans les cadres. Donc, il faut analyser et faire peut-être un diagnostic en lien avec la maison de l'habitant. Et là, je vous laisse la main. C'est ça. Oui, bien sûr. On ne va pas pouvoir là rentrer en détail sur toutes les questions, mais n'hésitez pas. On est aussi là pour vous renseigner, hein, comme je le disais en introduction, mais il y en a peut-être qui sont arrivés en cours de route. Si vous avez des questions, toutes les questions qui touchent le logement, vous pouvez nous rencontrer à la maison de l'habitant. Si vous voulez même réaliser une étude financière parce que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas si vous pouvez être éligible au dispositif d'accession abordable, etc. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour un rendez-vous. Vous pouvez même passer à la maison de l'habitant. On est rouvert là depuis le 2 juin. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour votre inscription, vos questions, votre mobilisation. On vous envoie, comme je disais en début de semaine, tous les éléments dont on vous a parlé, des plaquettes de présentation, des récapitulatifs des projets sur lesquels il reste des places.
Comment on fait quand on est habitant d'une autre région? C'est une bonne question. C'est vrai que les dynamiques ne sont peut-être pas les mêmes partout. Non, mais, oui, non, mais simplement qu'il faut absolument se rapprocher des réseaux. Donc, Habitat Participatif France, il y a une cartographie nationale. Vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez voir les projets qui recherchent des places, des habitants. Et puis, rapprochez-vous des réseaux. En région Bretagne et Pays de la Loire, c'est Habitat Participatif Ouest. Et sur Nantes, eh bien, vous avez l'éco-habitant et Habitat et HEN 44 qui peuvent également vous renseigner en plus de la maison de l'habitant. C'est ça, tout à fait. Élodie avait partagé dans le fil de discussion la cartographie justement dont parle Florence. On vous remettra tous ces liens-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. Donc, on vous remettra toutes ces infos pour que vous puissiez les avoir la semaine prochaine. Il y a eu plusieurs fois la question aussi. On a enregistré donc, cette webconférence. Donc, on va essayer de la mettre en ligne. Voilà, si tout a bien fonctionné, on la mettra en ligne. Ça vous permettra de revoir le témoignage de Bruno et puis des autres habitants et de retrouver aussi toutes ces sources et éventuellement de le partager autour de vous. En tout cas, les habitants du Pré-Commun sont partis, mais je les remercie encore pour cette mobilisation ce matin. Merci aussi à Marie, à Florence. On vous renvoie tous nos coordonnées, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous dès la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Et on reste disponible pour d'autres questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.